Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau numéro de Soulstone et Charentaise avec plein de monde ce coup-ci. Nous avons tout d'abord Waouh, salut Waouh. Salut! On a Sol, salut Sol. Salut tout le monde. Et bien évidemment Zex. Salut Adrien, salut tout le monde. Alors, eh bien aujourd'hui, on va essayer de déjà faire parler les non-habitués du podcast. Et le thème d'aujourd'hui, ça va être un peu la stratégie. Alors pour démarrer là-dessus, Wahoo nous avait, partagé un post de blog qui a été écrit par Maniacal Cackle, qui est un assez gros joueur et qui donnait un peu son avis sur comment il entrevoyait en fait chaque stratégie et la manière qu'il avait de faire ses listes autour. Alors à titre personnel, j'ai joué extrêmement peu de parties, donc en fait j'en suis même pas là, moi j'en suis surtout à essayer de comment dire? Je fais une partie avec un master en enfin, comment dire? J'ai fait un master par partie, plutôt dans ce sens-là, et du coup, j'en suis plus à voir, comment fonctionnent mes crews. Vous autres, vous avez fait un certain nombre de parties quand même. Est-ce que vous commencez, à réfléchir un peu en termes de stratégie et de construction de liste? Ou alors vous êtes plus dans l'idée d'avoir, une liste qui s'adapte un peu partout? Sol, par exemple. Moi, j'aime bien passer du temps à construire mes listes à chaque fois quand même. J'aime pas l'idée de jouer toujours la même chose, quelle que soit la strat, la table, le pool de skim et l'adversaire. Puis on verra dans la discussion que bon, au final, on arrive quand même souvent aux mêmes choses en ce moment, mais j'essaye toujours de chercher quelque chose en tout cas. Ouais. Et toi, Wahou? Moi, en fait, j'ai l'expérience qu'on a eue en Pologne où on avait un tournoi par équipe, où, je me suis spécialisé sur certaines strates et donc effectivement, j'ai construit des listes pour ces strates et en regardant les ça marchait très bien et en regardant les autres strates, je me rendais compte que c'était même pas la peine que je prenne le même master parce que ça aurait pas du tout eu la même efficacité. Donc ouais, j'en suis vraiment à construire par rapport aux strates. Ouais, OK. Et toi, Zex, ça donne quoi? Hem, pour l'instant, un peu entre les 2, c'est-à-dire que lui, ça a pas radicalement changé, mais là, typiquement, ma liste Anya, j'essaie de la faire changer en fonction surtout de la table, un peu des strats, en fonction du nombre d'activations dont je vais avoir besoin. Il y a à peu près, 15 points qui se baladent, quoi, globalement. En même temps, Anya a la chance d'avoir, un keyword qui est pléthorique. Je pense que la variabilité de ta liste va dépendre beaucoup de la force de tes versatiles, éventuellement out of keywords qui peuvent bien s'intégrer et surtout le nombre de modèles dont tu as accès. Il y a des keywords qui sont vachement restreints récemment. Heu, je vais avoir typiquement, je pense à Gluchivan, je peux penser à Hoffman. J'ai pas l'impression que tu aies énormément de versatilité, possible pour ce genre de keywords. Alors, il y a des mots-clés avec très peu de modèles, plague par exemple, on a extrêmement peu, des choses comme ça. Après j'imagine que ça se compense, pas mal avec, des hors mots-clés et des versatiles. Il y en a des assez forts, le comment dire? Seul pourra nous parler des versatiles Neverborn par exemple. Mais tu vois par exemple Bayou a, genre 2 fois plus de versatiles que certains mots-clés en figurines. Donc, j'imagine ça dépend vachement, tout le monde est pas loti pareil de ce point de vue-là. J De mon point de vue, j'en suis plus au moment où de choisir des masters qui sont adaptés à certaines strates et un autre master pour une autre strate, plutôt que d'essayer d'avoir un master que j'utiliserai un petit peu partout. Ouais, moi je suis dans la même démarche que WoW aussi, c'est-à-dire que j'essaie de trouver vraiment le master qui marchera le mieux sur la strat et le déploiement, ça fait quand même beaucoup aussi à mon sens maintenant avec les tables. Le déploiement change pas mal de choses. Vous sentez vraiment qu'il y a certains, comme disait Wahou, certains masters où c'est quasiment injouable sur certaines strates, tables? Oui. Oui, clairement, enfin moi je joue Nelly que j'adore sur des trucs où il faut beaucoup d'interacts, mais tous les atouts de sa bande qui sont liés aux interactions, bah, ça marche pas quand c'est la bagarre. Ouais. Donc pour faire du recover evidence ou à Woodland Formant, c'est pas du tout adapté. Et vous pensez que c'est plus qu'en troisième édition ou pareil? Je me souviens plus de la troisième édition, c'est loin ça? Bah, en troisième, disons qu'il y avait des crews, qui faisaient, un peu tout. Il y a des crews qui étaient plus spécialisés, mais globalement, sans parler d'un point de vue compétitif, où il y avait des trucs, vraiment plus optiques que d'autres, j'ai quand même l'impression que les crews pouvaient à peu près tout jouer quand même. De ce point de vue-là, je pense que ce qui a beaucoup changé, en tout cas dans ma façon d'approcher le truc et de ma recherche vraiment d'un master qui gérera mieux le déploiement, la table et cetera, c'est le fait de devoir scorer dès le premier tour. Avant, comme tu avais un premier tour de chauffe, tu avais le temps, même avec un crew qui était moins designé pour, tu avais le temps de te préparer à tes points, à rencontrer adversaires, tout ça. Là, tu pas le temps, tu dois commit tout de suite et donc du coup, si tu mal adapté, tu vas tout de suite le payer, je trouve.
J'avais l'impression moi enfin, en tout cas, après je joue Guild, hein, donc c'est pas forcément enfin, je jouais Guild, c'était pas forcément hyper représentatif, mais en M3E, surtout sur le dernier GG qui est le GG4 qui demandait globalement beaucoup d'interactions, beaucoup d'activation aussi. C'était plus en matière de déploiement que je réfléchissais sur le choix du master qu'en matière de stratégie. Dans une moindre mesure, c'est la stratégie. Après, voilà, je j'ai pas forcément très brillé, hein, en M3E, mais c'était un peu la façon dont je raisonnais, voilà, à la fin du GV. En même temps, la guilde a bien souffert et mais ouais. Mais après, c'était aussi un truc de la guilde qui était quand même, pas une faction avec beaucoup de facilité de mouvement. Là où en arcaniste, en vrai, le déploiement, la plupart du temps, j'en avais pas grand chose à faire. Bon, sauf peut-être corner quelquefois, mais enfin, c'est le mouvement était vraiment pas un problème. Bah, de toute façon, quel que soit le déploiement, tes Girly faisait 24 pas, il traversait la table pour 5 points, on s'en battait les couilles. C'est vrai Cap qu'on Oui, voyait pas les tables de la même manière, clairement. ah non, non, c'est sûr. Maintenant, les choses ont pas mal changé et va peut-être faire un peu d'expérience. Mmh. Alors du coup, pour revenir sur cette histoire de marquer dès le premier tour, qui a été quand même le changement majeur, comment vous, dans vos parties, au final, vous voyez le scoring? Parce qu'il y a des gens, en fait, qui, bah, genre Robin qui dit: «OK, mais tout, c'est que de l'attrition et je tue d'abord, je marque après». Dans, bah, justement l'article de Cackle, il dit que: «Tiens, pour cette strat, j'essaie, tour 1 de poser, 6 strats chez l'adversaire et puis après on voit». Est-ce que vous cherchez à marquer le plus vite possible? Est-ce que vous cherchez à profiter des, mécanismes de rattrapage, en fait, qu'il y a sur certaines strats? Est-ce que vous marquez les skims le premier tour, vous les gardez pour les tours, 3, 4, 5? Est-ce que comment un peu vous approchez le jeu? Est-ce que ça dépend du master peut-être? Je ne sais pas. Qui veut commencer? Moi, je veux bien y aller. Vas-y. Je vais te dire, ça dépend surtout de l'adversaire, comment il joue. Ouais. Si je me fais rentrer dedans, tout de suite, typiquement mes parties du lundi contre Charles, j'ai pas vraiment le loisir de me dire: «Tiens, je vais, scorer, forcément ce tour-ci, machin». J'essaye déjà de pas me faire raser tour 2 et ensuite je joue. D'autres parties qu'on fait en test, plus avec Pierre pour le coup, où là on essaye tous les 2 de scorer, de marquer des points et cetera, donc c'est une autre approche du jeu, c'est moins rentre dedans. Bah, je peux essayer d'autres choses. Je peux mettre en place d'autres mécaniques et essayer, bah, là, par exemple, jeudi, je vais jouer avec lui, je vais essayer de jouer les 10-11 points, quitte à lui en donner 10-11 aussi, c'est pas grave, mais avoir une autre expérience que quand je fais d'autres parties, notamment les lundis contre Charles où là, bah, j'essaye juste de pas mourir, en fait, pour pouvoir faire des points sur 4 tours. Du coup, c'est une question de joueur ou c'est une question de bande en face? Bah, les 2 en fait, hein. C'est une question d'approche de jeu, Charles va avoir une lecture du jeu, similaire à celle, dont parle Robin, sur le fait que, ben, effectivement, si tu as une attrition tellement forte aujourd'hui, une attrition potentielle tellement forte, que si l'adversaire a plus d'activation fin de T2, tu es sûr de marquer les points à la fin, tu vois? Donc, Ouais. partant de là, ouais, j'essaye de marquer des points quand je peux et le reste du temps, j'essaye, ben, de pas être distancé, à l'attrition, ouais. Mais c'est hyper triste parce que du coup, là, on est en train de tuer la diversité du jeu, en fait. Si jamais c'est une méthode qui marche, et qu'il y a pas de contre à ça, tu débranches le cerveau et tu joues petite figurine à coup de 20 dés, tu repars sur du Warhammer The Old World et on s'arrête là, quoi. Non! Non, il y a quand même enfin, on est quand même sur un jeu de cartes, donc à un moment, le mec a pas de main, le mec a des flips de merde, ça marche pas. Il faut f À moins de pouvoir vraiment fiabiliser à 100 tes trucs, ça marchera pas toutes les parties. Quand ça marchera, c'est chiant, heu, mais c'est comme ça, il faut faire avec, il faut accepter de jouer, comme ça quelques parties, en tout cas. Je pense qu'on n'a pas trop le choix de toute façon, donc Non, faut tester. Mais du coup, toi, tu es vraiment dans une optique de, comment on appelle ça? Plutôt d'adaptabilité et de réaction, en fait, à ce que fait l'adversaire et tu pas de une manière de jouer que tu préfères pour le moment? Non, je sais que j'ai beaucoup joué, bah, justement, la bulle défensive classique de Neverborn dont on parlera peut-être un jour. Ça, j'en ai déjà un peu marre, tu vois? J'ai fait une partie la semaine dernière avec le Dreamer où vraiment je me suis éclaté partout sur la table, j'ai posé des schemes, j'ai fait des trucs, c'était cool, c'était agréable. Mmh. Et du coup, les autres, c'est quoi votre, un peu votre plan, dans les parties? Vas-y, Waouh! Ben, ça dépend, mais pas de l'adversaire. Ça dépend plus de la strat et des schemes pour moi. En fait, il y a certaines strats qui vont demander d'utiliser tout de suite beaucoup d'actions pour prendre l'avantage sur la strat et cet avantage-là
Si tu le prends au début, l'adversaire va devoir dépenser autant d'actions pour le récupérer et je préfère prendre l'avantage ici pour mettre l'adversaire dans le mal sur les actions qui viennent. Il y a d'autres strates où, bah, il y a pas besoin d'interaction, donc là, ça va être de la bagarre et il y a aussi une question d'esquive. C'est quand je choisis l'esquive au début, j'essaie d'avoir un plan de jeu en me disant: «Tour 1, j'ai pris ça, parce que tour 2, je vais probablement prendre ça, tour 3, ça devrait débarquer là-dessus, tour 4, ça devrait débarquer là-dessus» et je me dis: «Je vais marquer 2 points ici, un point là, 2 points là» ou des fois je me dis: «Bah, je marque 0 au tour 1 et les 3 schemes qui suivent, c'est des schemes qui m'arrangent, donc bah, tour 1, je casse la gueule et je fais que ça». Tu déjà à voir tes skims à 4 tours, bien joué, WoW. C'est moi, j'y arrive pas encore à ça. Ah on en parlera peut-être pendant une autre journée, mais Ouais, il y a un truc qui aide beaucoup pour ça. ouais, j'ai vu. Et Zex, du coup, c'est un peu quoi tes plans en ce moment? Après moi, c'est un peu la méthode Sol, c'est-à-dire que, je pense que j'anticipe les choses à un tour, sur, franchement, enfin, c'est, un peu le pif, c'est-à-dire que je vais prendre le scheme, de façon opportuniste. J'ai pas du tout la vision de Lionel, pour parvenir je commence à voir que parfois quand je prends un scheme, je vais souvent aller sur un second, qui correspond un petit peu à la dynamique de la faction que je joue, du groupe que je joue. Donc on retrouve certains patterns, mais j'ai pas du tout d'anticipation à 3 ou 4 tours à l'avance. Ouais, enfin, je parle Ouais. de l'anticipation à 3 ou 4 tours à l'avance. Ça reste quand même aussi lié à la manière dont évolue la partie. Mais c'est vrai que j'ai tendance à avoir un plan de jeu où je me dis que je vais plutôt partir, sauf si la partie se passe vraiment pas comme prévu, je vais plutôt partir dans ces directions. Un truc, alors je sais pas, c'est hors sujet, hein, peut-être sûrement, je me souviens plus exactement de la formulation de la question, mais alors j'ai remarqué ça, je pense que ça se trouve, tout le monde l'a remarqué, mais souvent en jouant contre toi, Edouard, ou en jouant contre d'autres personnes, au tour 1, je vois que, bah, finalement, j'arriverai pas à avoir la stratégie du tour 1 parce que, bah, j'ai une faction ou un crew qui bouge un peu moins bien et qui parviendra pas à, scorer tour 1. Il y en a qu'un seul qui pour enfin, sauf si tu arrives à égaliser, mais soit il y en a un des 2 qui va scorer tour 1 et je trouve que c'est plus rentable souvent d'essayer, en fait, simplement de lâcher complètement les histoires de stratégie en se disant que, bah, tu pourras tenter au tour 2 et d'essayer comment dire? En fait, de ne pas se battre, en fait, pour avoir la stratégie tour 1 quand c'est mal engagé et d'essayer d'allouer ses ressources ailleurs. Je sais pas si vous l'avez ressenti Bah, ou si ça c'est vous est ça déjà que arrivé? j'ai essayé de faire et en fait, c'est un peu casse-gueule parce que, alors ça, c'est un problème de moi en particulier, parce que j'ai du mal, en fait, à estimer à quel point tu as besoin d'avoir des modèles qui tuent. J'ai fait, bah, une partie contre WoW récemment où je jouais Brewmaster et j'ai pris que de quoi marquer et en fait, je me suis rendu compte à un moment que, bah, il suffisait qu'ils mettent une figurine à côté d'un stratégie ou d'un scheme et j'avais rien pour le tuer. Et en fait, oui, j'avais un peu de quoi le déplacer et cetera, mais j'étais tellement contraint que, j'ai vraiment ressenti un gros, gros manque. Parce que, un autre truc qui a énormément changé et que j'ai encore beaucoup de mal à m'habituer, c'est le fait que tu bloques un stratégie ou un scheme, quand tu es collé. Et du coup, je pense que c'est vraiment un problème de moi, mais j'aime pas prendre du retard à la strat en ce moment. Je sais pas comment vous le ressentez, ce besoin ou pas en fait d'avoir des modèles qui frappent, hein. Mais même si on joue pas la bagarre, j'ai l'impression que tu es un peu obligé d'avoir, au moins 2 modèles, pour punir ou alors pour, démonter des petits modèles qui essaieraient de bloquer et pour pas que ce soit trop gratuit pour l'adversaire. Ouais, là-dessus, je suis assez d'accord avec toi. Faut un minimum de menaces pour éviter que l'adversaire se dise juste, bah, je vais avancer et le piétiner parce qu'il n'est pas menaçant pour mes figues. C'est quand même nécessaire d'avoir des figurines qui sont capables d'empiler des dégâts pour pouvoir dire à l'adversaire, bah, tu fais pas ce que tu veux sur la table. Et Ouais, ça, c'est vraiment exactement. indispensable pour moi. Je suis complètement d'accord avec vous 2 aussi à ce sujet-là. C'est si t'as pas un beater machin que tu gardes pour la fin de tour pour le mec, il a juste à lancer Scheme Runner et placer Scheme ses marqueurs. S'il est en base contact, tu peux pas le tuer. Il fait ses points, tu peux rien y faire. Donc, tu vraiment besoin de pouvoir punir ce genre de d'agression-là. Ouais, donc le full savonnette ou le full swarm, ça semble, plutôt, plus très viable, hein, à votre avis? Ben, ça dépend. Quand je joue journaliste, j'ai 3 field reporters qui valent 6 points, qui sont vraiment que des skim runners. Et j'ai Nelly qui par contre est capable d'empiler des 5 points de dégâts par attaque et qui reste pour dire: «Bah,
Non, je suis une menace. Viens pas t'amuser ici, ça va mal se finir. Tu peux Mmh. pas f enfin, de toute façon, je crois que faire une bande seulement avec des gars qui vont courir de partout, c'est voué à l'échec parce que tu as pas assez de place sur la table pour t'éparpiller vraiment complètement et tu vas avoir plein de filles qui vont se faire choper et qui vont éclater trop vite. Mon avis, c'est pas une bonne méthode. La savonnette, ça marche très bien, mais il faut quand même avoir une ou 2 filles qui sont capables de dire: Fais gaffe dans cette zone, t'amuses pas trop». Tu m'avais dit aussi en revenant de Pologne que, tu as des gens qui, disaient que la baston en fait ne servait à rien selon eux et qu'ils tapaient pas. Hem, tu vous tous un peu, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Est-ce que de votre expérience, ça a l'air plus efficace, la baston et l'attrition ou le fait de l'ignorer? Enfin, qu'est-ce qui vous a le mieux réussi en fait? Ouais, je c'est moi qui ai lancé le truc. Je vais répondre tout de suite. En fait, la personne qui disait ça, c'est aussi un petit peu facile à dire parce qu'il jouait Hoffman. Ces Runners, c'est des hunters qui sont des Ah, filles qui sont hyper bien pour leur coup, qui tapent à 3. Enfin, Totalement ouf. voilà, enfin, oui, tu peux jouer sa vedette quand tu as des filles qui sont aussi menaçantes, hein, c'est pas un problème. Mais, ce qu'il voulait plutôt dire là-dessus, c'était qu'il dépensait pas d'action pour aller tuer l'adversaire, à moins qu'il y ait vraiment une fille qui soit trop, trop dangereuse, que ce soit au niveau de sa capacité d'interaction ou de sa capacité de dégâts, auquel cas, bah, il tentait soit de la contrôler, soit de la tuer. Mais il y avait vraiment que dans ces moments où il faisait de la bagarre. Sinon, ses actions étaient utilisées pour marquer et bah, pour se mettre en basse contact avec des trucs, pour gêner et c'est tout. et du coup les autres, c'est quoi un peu votre avis? Ah, tu peux répéter la question? Je suis plus sûr d'avoir la formulation exacte en tête. C'était en gros, qu'est-ce qui te semble, réussir le mieux, en tout cas, pour toi, entre, jouer la baston, un minimum ou complètement, ou alors l'ignorer complètement pour, te concentrer vraiment sur les stratégies et les schemes? Ouais, c'est des bonnes questions, mais en fait, ça rejoint un petit peu les problématiques de la M3E, c'est-à-dire que ça va dépendre de ton crew, ça dépend de la table, ça dépend de la strat, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais si on prend des exemples un peu extrêmes, on imagine qu'on a une bulle face à soi, surtout une bulle bien bourrine, voire immortelle, bon, bah, tu sais très bien que tu vas juste dépenser des ressources un peu dans le vide, donc ça n'aura pas beaucoup de sens de jouer la baston. Oui, c'est, plus, tu vois, ton expérience personnelle, en fait, des crews que tu as joués et de ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant. Bah, j'ai pas vraiment de réponse en ça, telle quelle à te sortir en soi. J'ai joué la baston quand il fallait le faire. J'ai plus une approche un peu opportuniste en ce moment où j'essaie surtout de prendre les positions qui m'intéressent, de mettre beaucoup de pression si possible et ensuite, de me mettre bien pour pouvoir, jouer la strat, jouer les schemes, au prochain tour et si jamais il y a des choses intéressantes qui passent et qui sont raisonnablement tombables avec mes cartes, avec, les decks défensifs de l'adversaire, je vais y aller, tant que ça me pénalise pas pour la strat quoi, pour le scoring. Donc, ouais, j'ai pas de solution oui ou non quoi. Pas de réponse oui ou non. Et c'est déjà une réponse en soi. Ça veut dire que tu vas pas commencer une partie, comme raconte, Robin sur le Discord où, tu te dis: «OK, je vais tuer et je vais jouer l'attrition et je marquerai, les derniers tours», quoi. Non, pas du tout. Mais je joue Explo en ce moment principalement, donc peut-être que ça change en fonction de la faction que tu joues. Je sais pas. C'est très possible. Et toi seul? Moi, je joue Neverborn, j'affronte principalement Rezu Outcast et un petit peu Bayou, et accessoirement de temps en temps un arcaniste qui se perd. Hem, Moi, je ne démarre jamais une partie sans être sûr que je peux tuer tout ce qu'on m'enverra dans la tête. C'est-à-dire que je prends forcément des machins qui vont taper comme des bœufs et c'est souvent un dinosaure. Et j'ai jamais joué autrement qu'en me disant: «Je vais prendre», enfin rarement, si j'ai fait une fois, mais la plupart du temps, je vais vouloir prendre les devants en matière d'attrition pour pouvoir faire mes points ensuite. Parce que, en fait, avec les tables maintenant, autant chargées qu'elles le sont, on a des vrais couloirs de jeu. On a moins de place comme disait, je sais plus si c'était Zex ou WoW avant, pour poser nos figurines, c'était WoW qui le disait. Il y a forcément des choke points en fait et ces endroits-là, ils sont, hyper contestés, en fait, à chaque fois dans mes parties
et je joue pour gagner ces endroits-là, en fait, pour pouvoir scorer derrière. Ouais, ça c'est intéressant. J'ai remarqué que, Malifaux dans la quatrième édition devient beaucoup plus, de la contrôle du contrôle de territoire, hein. Parce que entre le fait de se placer, à côté des schemes, pour les deny, de se placer à côté des schemes et des stratégies pour, pa alors attends, je vais repréciser, tous les schemes du jeu quasiment se deny en ayant un de tes modèles à 2 pouces d'un scheme adverse. Mmh. Et te mettre à côté d'un skim ou d'une strat, et bah, ça empêche de le retirer ou de le déplacer et cetera. Et donc en fait, le jeu tu as l'impression d'avoir des territoires en fait, où tu envoies des modèles pour le contrôler et ça se joue pas mal à ça. En tout cas, Ah c'est ouais, l'impression que j'ai. c'est la même version, c'est ce que je te disais et du coup, c'est vraiment aussi lié au fait que quand tu mets 40 à 50 de décor sur ta table, bah, tu as forcément des zones qui sont moins avantageuses. Parce qu'on a moins aussi de techniques de mobilité, j'ai l'impression quand même 3. Et puis on n'a pas de tour de préparation, donc faut y aller tout de suite. Donc les endroits où tu peux vraiment aller marquer tes points, faut les prendre, quoi. Alors, je Mmh. t'interromps quand même. Le moins de mobilité, je crois qu'il y a 2 joueurs guild qui ont fait un bond sur leur siège quand tu as dit Pardon. ça. Ouais, il y a quand même beaucoup de mobilité. Après moi, je parle à l'un de mes factions. Je sais pas si Neverborn a perdu réellement de mobilité, mais j'ai l'impression que la plupart des crews sont designés pour pouvoir aller scorer tour 1. Après, ils sont plus ou moins efficaces, mais tu peux théoriquement le faire. Mais je suis curieux, bah, Sol, pourquoi t'as pas essayé à un moment, alors tu me dis: «Oui, OK, j'ai vu dans une méta avec des gros joueurs qui jouent certaines factions, voilà». Mais t'as pas essayé à un moment de partir un petit peu, du enfin, de prendre un autre paradigme qui est, bah, on va pas jouer la baston. Je vais jouer alors peut-être des trucs pour répondre éventuellement à l'attrition ou à l'agression si besoin, mais à partir sur le fait que, bah, que je vais peut-être éviter les choke points et je vais aller faire la strat, je vais aller faire des scores, à d'autres endroits sur les flancs, endroits qui sont moins facilement accessibles. Et bah, c'est ce que je disais, j'ai essayé une fois, en réalité 2. J'ai essayé une fois sur Vassal contre Eldrim, quand je testais Castor, de faire moins de baston, de jouer un peu plus sur les côtés et j'ai fait ma partie la semaine dernière en Dreamer où j'ai vraiment joué comme ça. J'avais un centre fort qui, découpait tout ce que Pierre essayait d'envoyer et je marquais les points sur les flancs avec mes Insidious Madness. J'ai bien aimé jouer comme ça, mais si je refais ce genre de jeu, face à, par exemple, au hasard, un Chimus, une Kirai, je sens pas que ça peut passer, en fait. Pourquoi? Enfin, c'est une question naïve, mais C'est une question naïve parce qu'en fait, au jeu de la savonnette, je perds contre les 2, c'est-à-dire que les 2 sont plus mobiles que moi. Donc ben, les points, ils les feront plus facilement, ça leur coûtera moins de ressources, notamment en Kirai. Contre un Chimus, par exemple, ben, il va me tuer, mes Skimoner, là où moi, si j'ai pas ce qu'il faut, je tuerai pas les siens. Donc OK. donc ouais, non, c'est peut-être aussi ma méta particulière que j'affronte qui fait ça, mais en fait, ouais, je perds sur les 2 tableaux, en fait. Parce que j'ai l'impression Alors, que tu enfin, c'est bizarre, mais tu compares réellement, en fait, les références les unes par rapport aux autres. Tu dis: «En fait, ça, ce jeu, je peux pas le contrer». Tu pas des bons anti-skim runners avec un peu de mouvement? Tu en as un peu dans tous les coups que j'ai vus, en tout cas pour l'instant, je me trouvais à peu près. Il y en a pas en c'est un truc qui vous je manque en Everborn? je pense que c'est pas ça, c'est jouer j'ai joué fait une fois contre les Résus de l'enfer hyper agressifs et c'est vrai qu'il y a la deuxième activation, mais tu ras la gueule de trucs qui t'agressent, qui sont chez toi en train de te casser la gueule. Et Mmh t'as mh. pas le temps de t'écarter et de commencer à t'éparpiller sur la map. Et c'est vrai que c'est assez oppressant là-dessus. Je l'ai fait qu'une fois, je me rends pas compte de ce que ça de ce que ça donne de manière régulière et de ce que ça donne en y étant prêt. Mais la première partie, ouais, ben, que je jouais les journalistes en me disant: «Je vais m'éparpiller de partout», bah, j'ai pas eu le temps d'éparpiller grand chose. Et c'est pour ça que je parle, c'est peut-être ma méta particulière qui fait que je n'y arrive pas. C'est pour ça que j'ai hâte d'aller faire le French national, enfin de voir un peu d'autres choses, bah, pour essayer d'autres trucs, quoi. Mmh. Après, je pense que c'est pas évident d'évoluer dans une méta avec Charles, ou Kalitika, c'est un Après, peu compressant, quoi. j'ai entre guillemets «la chance» que Kali soit pas hyper dispo en ce moment, mais là, je fais 2 parties par semaine. Je joue contre Charles tous les lundis et contre Pierre tous les jeudis. Pierre, maintenant qu'il est passé en Parker, ça va, mais quand il était en VIX, je rigolais pas du tout, quoi, hein. Sinon, tu viens à Paris et tu passes sur une méta, Renan, tu vas voir, c'est cool. Ouais, Dijon, c'est Renan quand même la ville Extraner, des grands c'est requins, hein. c'est ça.
Après les questions de méta, en fait, c'est particulier, hein. On va pas enfin, aucun joueur peut, pour l'instant en tout cas, avoir joué contre un peu tout, donc forcément tout ce qu'on dit, c'est un peu, en fonction de ce qu'on affronte, chacun de notre côté. Oui, oui, bien sûr, mais du coup, pour répondre à ta question, moi, je réfléchis d'abord en matière d'attrition ou en tout cas pas perdre trop à l'attrition pour avoir encore des points à faire plus tard. Ouais, ouais, je comprends. Alors j'avais une question, mais je l'ai oubliée en cours de route. Attends, on parlait des choke points et tu parlais du contrôle. Ah oui, si, bah justement. Est-ce que vous avez déjà, vu jouer ou jouer contre, des crews de contrôle? Et c'est quoi la place du contrôle dans tout ça? Parce qu'on parle beaucoup d'attrition et bah, tu dis que tu prends beaucoup de quoi tuer, mais est-ce que, contrôler des modèles via du distract, du stun, de l'entrance, de je sais pas quoi, du slow, ça reste une stratégie viable ou est-ce que ça a disparu selon vous? Est-ce que c'est moins efficace selon vous? Ma bande préférée reste Nali et c'est une bande d'interaction et de contrôle. Et le contrôle, ça continue de bien marcher. Ouais. Les conditions, mettre du stun sur des figs à 9 ou 10 points, c'est horrible. Le slow, bah, sur une partie où il y a 4 tours, colle 2 fois slow à une figue, elle a perdu 25 de ses actions de la partie. C'est hyper lourd, c'est hyper oppressant. Pour moi, ça conserve sa place, clairement. Ouais, justement, en fait, chaque activation, est plus importante. Après, il y a le problème que, tout ce qui est les tokens, ça marche qu'une fois maintenant. Donc, bah, typiquement, un distract, c'est sur une action, un trance pareil et l'autre chose, c'est que tu peux retirer facilement les tokens. Beaucoup plus de bandes ont accès à des choses pour retirer des tokens et tu peux pas les cumuler. C'était surtout ça que je voulais dire, parce qu'avant aussi ça fonctionnait qu'une fois, mais tu pouvais les cumuler. Du coup, est-ce que ça, tu penses que ça a marqué un peu les crews de contrôle ou est-ce qu'il y a d'autres manières, qui sont aussi efficaces? Il y a des contrôles qui sont hyper violents aussi maintenant qui n'existaient pas avant. En Everborn, on a gagné pas mal de tokens qui n'ont pas existé, qui remplacent d'autres mécaniques, mais la paranoïa, le fragile ego chez Pandora, c'est, c'est très, très fort. Le numb chez Eurypide ou le frozen solid, c'est monstrueux aussi. Oh, non, le contrôle existe toujours, mais encore une fois, quand tu peux mettre une patate à Stenkat pour mettre 3 dégâts ou pour mettre un frozen solid, moi je vais mettre 3 dégâts, hein. Pas beaucoup joué contre eux, par contre j'ai affronté là récemment, il y a 3 semaines, je crois que c'était Xpaner qui m'a joué, Lucius 1. Alors il a pas joué à plein potentiel parce qu'il était vraiment en face des points du groupe, c'était le 1 ou 2e partie qu'il a fait avec et il aurait pu faire beaucoup plus mal que ça. Mais, déjà il m'a bien, c'était très compliqué parce qu'en fait, globalement en fait c'était une grosse machine à ce que j'ai trouvé, hein, Lucius 1, une grosse machine à diviser par 2, ses actions, je me souviens plus c'est quoi l'action du coup, je vais retrouver, tout de L'action suite. du crew, c'est tous les uniques ont à obéir. Ouais, c'est ça, mais C'est c'était Lucius 1, le ça, nom ouais. de l'action. C'était pas In Plain Sight ou je sais plus quoi. Recall Command. Clerical Command, voilà, Clerical Command et donc typiquement, en fait, ce qui va te faire, c'est une interact sur tes stratégies. Alors moi, c'était du coup sur je sais plus quelle stratégie, qui était le fait de pousser, tu sais les strat marqueurs tu les bouges à 6 pas les uns des autres et en fait, le fait de faire interagir une de mes figurines, sur, sur une de mes strats, en fait, me faisait perdre systématiquement 2 actions pour une seule des siennes. Je trouvais que c'était pas mal, ça m'a vraiment en fait, j'ai notamment des figurines qui ne devaient pas être des skim runners à la base. Ils m'avaient, flingué mes skim runners relativement rapidement et du coup, je me suis retrouvé avec des beaters qui n'auraient jamais dû faire ça, revenir en arrière pour reprendre stratégie, réinteract dessus, enfin, c'était vraiment à la croix et la bannière. Alors, encore il l'a joué, de façon non optimale, mais sans aucune méchanceté, c'est juste que il découvrait le crew. Je pense que bien joué, c'est des crews qui sont très, très durs, à la fois à contrer et surtout, c'est vrai, ça te coûte un nombre d'actions qui est fou, quoi. Je sais pas si tu l'as joué Lionel un petit peu, ce crew? Non, je pense que Lucius 1, c'est probablement le meilleur crew en guilde actuellement et le fait de donner un obey à tous les uniques d'un keyword, ça me semble tellement gros que je pense que ce sera probablement la première chose qui sera nerfée en guilde. Donc je vais Après le attendre dealer. de voir le pardon? Excuse-moi, ouais, non, en guilde, ouais, tu apprécié en guilde. Oui, oui, voilà et du coup, je vais attendre de voir le 1er tour de nerf avant de jouer Lucius. Ouais, je comprends. Tu as peur d'être trop frustré, Bah, non, non, c'est cool de faire des obeys partout, moi je serais pas frustré pendant les parties. Mais ouais, c'est, mmh, s'habituer à quelque chose alors qu'on pense que ça va être changé, je pense pas que ce soit une bonne idée. Déjà que
se souvenir maintenant de la dernière version des règles et d'être sûr là-dessus, c'est compliqué. Mais alors si en plus, je joue des trucs qui vont probablement être nerfs, Mmh. sortez pas votre Pour bidon en Everborn, hein, c'est une mauvaise idée, hein. Pour info, si ça vous intéresse, Lucius, 1, depuis la fin de la bêta, donc depuis le 15 août, c'est le master le plus joué en guilde, sur Longshank, hein, avec 29 parties pour 66 de win rate. Le mec est passé du moins joué en guilde, en M3E, au plus joué en guilde en début de M4E, quoi. C'est vraiment le mec, il est il est remonté d'un coup. Bah, et puis avec le Donc deuxième meilleur win rate derrière, Hoffman 1 qui est à 18 parties, 92 de victoire. attends, Ouf. mais ça, c'est Heu, pour la cartographeur scope, là, quand tu dis 18 parties? non. Bah, il y Non, a c'est les games depuis le 15 août, Ah, mais du depuis coup, la c'est fin de la M4, après, on pourra depuis revenir la dessus, mais 7e est-ce semaine. est-ce que c'est on peut se baser sur, des je pensais pas que les chiffres étaient aussi faibles, quoi. On parle de 15 games, quoi. Ah bah, ouais, ouais, mais depuis le 15 août, ça fait un mois, hein. C'est ça, Mmh. c'est un mois. Il y a déjà eu plusieurs centaines de games enregistrés sur Longshank en un mois. En vrai, c'est pas mal, hein, quand même, comme nombre de parties. Alors forcément, ça fait qu'un mois et donc f pe personne connaît les match-ups, personne connaît les masters, hein, mais Tu vois? Et en plus sur 15 games, si ça se trouve, on parle de 4 joueurs, hein, qui ont joué, tu sais, à chaque fois 3-4 games avec leur truc, quoi. Je suis pas sûr qu'on puisse en tirer grand chose, d'un point de vue statistique, enfin Non, non, c'est c'est une info que je donne en passant. ouais, les 18 games de Hoffman, il y en a 5 d'un joueur guild polonais qui était à la Cartographers Cup. Je crois qu'il joue aussi au MWS et je crois qu'il joue encore Hoffman. Donc il y a 10 parties de lui et c'est un joueur qui est classé à 600 et quelques sur Longshanks. Oui, bah, qu'il ait 9 victoires sur ces 10 parties, c'est pas surprenant. ah oui ouais. et aussi un truc à en parler un petit peu, de coup de contrôle, je c'est un peu une digression, mais avec, Édouard notamment, un coup que je trouve c'est du con enfin, je sais pas si c'est du contrôle, je dirais oui, parce que oui, ça t'empêche de scorer. C'est typiquement notre ami Zip, que tu avais joué pendant la bêta fermière. C'est le premier truc qu'il m'avait joué Édouard et je crois que c'était Zip 1, si je dis pas de bêtises, pas Zip 2, Zip 1, qui du coup a une action de crew qui était un butterfly jump pour une Stone. Et du coup, Edor avait, très vite, découvert qu'on, pouvait empiler les strats marqueurs les uns sur les autres, ce qui est déjà, assez débile en soi. Et en plus, on pouvait jouer un mec comme Zip qui, arrivait du coup, qui commençait à empiler les strats marqueurs. Après, Jolita, il y en avait 4, après il pouvait mettre les ceux ennemis à côté s'il voulait. Et du coup, à chaque fois que tu le poussais pour aller interagir avec les strat marqueurs et ben, Zip faisait: «Ah ouais, c'est cool, vas-y, je reviens». Et les stones étaient juste là pour ça et du coup, c'est hyper oppressif, alors d'un point de vue, voilà, anti-strat quoi. C'est affreux parce qu'en fait, il y a rien à faire et je sais pas si à quel point les gens le jouent ou l'ont spoté on va dire ce glitch, hein, mais bon. Là, ça marchait parce que, je les avais mises dans un tout petit coin et en fait, tes beaters étaient loin et en fait, le temps que tu ramènes tes beaters et que machin, bah, ça t'avait pris 2 tours pour, tuer Zip et du coup, j'avais, 2 tours, où j'avais score la strat et pas toi. Mais la Mmh. solution, en fait, c'est, bah, de ne ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est soit de tuer parce que, ça empêche pas de tuer, soit d'empêcher que, bah, ça arrive et que toutes les strats soient sur le même côté. Et bah, justement, là, c'était un peu une partie où tu as tenté de jouer la strat sur les flancs et moi, j'ai profité de ma mobilité, de mon master qui faisait, Mmh mh. plus de dégâts et tout pour prendre l'avantage. Mais je pense que c'est vraiment une question de match-up, de match-up, pardon, de connaissance du match-up, hein. Mmh mh. Et peut-être aussi, bah, comme on disait, d'avoir des modèles de punition, en fait, dans tes listes, hein. Parce que, bah, ouais, si l'adversaire bloque les strats, c'est trop facile, de le faire, en fait, en ce moment, si tu as pas de quoi punir derrière. Bien sûr et encore, il faut arriver à punir, en un tour, quoi. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir suffisamment de modèles de punition, très mobiles pour aller punir un master qui a 13 ou 14 PV et je sais plus quelle autre tech défensive. Et encore, enfin, tu vois, il ça devient des histoires complexes, quoi. Oui, bah, d'où, la question de, l'attrition ou pas, en fait, parce que, bah, je perds mon master, mais est-ce que ça suffit pour faire gagner la partie ou pas? Mmh mh. C'était un Bah, j'ai envie peu, de te dire oui, au tour, si on peut tuer au tour, 3 ton master, il resterait à scorer, 2-3 rounds de strat. Ça devient compliqué, hein, de remonter même si tu le sur le flingue. mais ça, c'est compliqué. Je sais pas, en fait, si c'est possible de faire des grosses, remontadas au niveau du score.
Je sais pas si de votre expérience, en fait, les parties sont terminées dès qu'il y a un peu d'avance ou si vous arrivez, en fait, à remonter bien, quand la situation enfin, quand, vous avez ce qu'il faut dans les parties? J'ai déjà mené 6-2, fin du deuxième tour et perdu, 9-7 je crois à la fin de la partie donc ouais, j'ai déjà vu ça une fois. Mais sur, 15 parties donc bon. Et de mon point de vue, ça dépend de la strat. Parce que des trucs comme, les explosifs ou, le Boundary Dispute ou, quand tu as dépensé tes actions et que tu as pris l'avantage au niveau du placement des bombes ou de l'avancée des strats, ton adversaire va devoir dépenser autant pour revenir, en plus de devoir dépenser des points pour avancer les siennes. C'est extrêmement difficile de récupérer. Alors que sur Informant, tu as une mécanique sur Informant qui avantage celui qui est en arrière sur les points et le 2e point de la strat, ça se marque en marquant au tour 4 et du coup, bah, Informant, c'est vraiment la strat à remontada pour moi. Ou Oui, à la limite, clairement. tu peux te dire, tour 1, bah, je m'en fous. À la Je la limite, fais ça pas. m'arrange d'être derrière au tour 1, je laisse l'adversaire s'investir là-dedans, je joue l'attrition. Derrière, tour 2, 3, je me débrouille pour qu'on fasse au moins autant et tour 4, j'ai pris l'avantage au début, je le récupère ici et bah, je marque 2 points de strat. Ça fait qu'au final, on a été égalité, sauf que je lui ai mis de l'attrition au tour 1, ça m'a permis de marquer mes skims plus facilement et pas lui. Donc il y Ouais, a vraiment cette strat où je pense que la remontada est plus facile que sur les autres. effectivement. Bon, alors après, j'ai essayé de me mettre volontairement, en arrière sur la strat, mais de garder de l'avance sur les skims sur, cette strat. Mais j'avais pas un crew qui gagnait l'attrition et donc au final, ça m'a pas beaucoup servi. Enfin, comment dire? Ça m'a avantagé, mais au final, ça m'a jamais permis de gagner la partie parce que j'étais trop derrière. Donc c'est un jeu qui se joue, mais faut bien avoir, le crew qui s'y prête, quoi. Et quand même l'attrition, j'ai l'impression que ça reste un truc vachement important, aujourd'hui, peut-être plus que dans l'édition précédente. Parce que l'édition précédente, je sais pas comment dire, en fait, tu avais, plus moyen, en fait, de planquer des figues, enfin de marquer vite, tour 2, puis après de planquer des figues pendant 2 tours et de revenir marquer ton point de fin de skim, le dernier tour et tu pouvais prendre énormément d'avance au début qui était dur à rattraper. Là, comme c'est plus compliqué de faire tous les points, j'ai l'impression que c'est enfin, je sais pas comment dire, l'attrition, j'ai l'impression que c'est quand même plus important que ce que c'était avant. Ouais, je suis pas d'accord. Tu Pour penses moi, pas? ouais, faut vraiment voir dans la bande adverse ce qui va être utilisé pour marquer ou pour deny, s'occuper de ces figues-là en particulier, les tuer, pour qu'au final les beaters se retrouvent à devoir faire leurs interacts. Mais si c'est pour aller beater contre beater à se mettre des grosses tartes dans la tronche, bah, tu peut-être les plus gros, tu vas gagner là-dessus, mais au final, c'est les skimrunners qui auront marqué les points et cette victoire sur les beaters va pas changer le résultat de la partie. Oui, là, je Mmh suis mh. d'accord avec toi. C'était plus dans le comment dire? C'était plus dans le sens où, c'est important quand l'adversaire te fait perdre des activations de figues et donc des actions, de pas le laisser prendre trop d'avance, là-dessus. C'est-à-dire de pas te laisser tuer 3 modèles et toi d'en tuer aucun en face. Si je perds 2 beaters, Ouais, je vois ce que tu oh, veux c'est dire. pas dramatique. Si j'ai perdu 2 beaters, un skimrunner, mais que je lui ai tué 2 beaters, 2 skimrunners, mais fair trade, ça me va. On continue comme ça. Mmh mh, mmh mh. Ouais, je comprends l'idée. Vous trouvez que, que le kill il se fait bien, qu'on tue facilement ou, que c'est difficile de tuer des figues? Mmh, Facile de c tuer en M4 par rapport à la M3, je trouve. Tu tues ce que tu veux en M4. Si tu as les cartes, ça tue. Il y a pas de discussion. Même sur les cartes, hein. En fait, pour moi, c'est pas du tout la même manière de tuer. Avant, tu investissais quelques ressources sur une figue qui allait faire un kill. Maintenant, c'est tu multiplies les attaques de plusieurs figues sur une cible en particulier pour faire le kill. Oui. C'est pas Mmh du mh. tout la même chose, ça marche pas du tout de la même manière. Bon, au final, ça fait que des figues meurent, mais c'est pas vraiment pareil. Il y a une chose, c'est qu'effectivement, si tu envoies 3 figues sur quelqu'un pour lui casser la gueule, bah, l'autre en face, il va finir par mourir. Tu en tueras peut-être 1, peut-être 2, mais il va finir par mourir. Ce
qui était pas nécessairement le cas en troisième édition. Ah non, en transmission, tu plein de figurines qui étaient intuables, hein, tous les arcanistes avec, leurs Soulstone Cache et leurs, golems, divers et variés, Les utilisateurs de c'était, Soulstone voilà. globalement Ouais, étaient une plaie à tuer, hein. ouais, Mmh, carrément. mmh mh. Ce changement-là est génial. Ouais. Bah, ou pas, parce que tu vois, par exemple, moi, je peux plus jouer mon crew préféré parce que mon master, il meurt en 2 actions de leader, quoi. Tu parles de quel crew? Ah, de Nekima. Oui, c'est Nekima, elle a Marcus. pas de règle défensive, elle a défense 5, 14 PV. Hem, c'est ce qu'on a je crois qu'on en avait parlé à un moment sur le Discord, c'est là où tu vois qu'il y a quand même, des masters qui sont un peu avantagés. Parce qu'en fait, tu vois qu'il y a, hem, des masters avec des, super tech défensives. On va dire ils sont à peu près tous pareils, ils ont plus ou moins tous 14 PV. Après, il y a des trucs un peu à la marge comme l'armure et tout, mais souvent les grosses techs défensives, c'est des trucs de, placement ou qui vont empêcher en fait les beaters de s'exprimer à leur plein potentiel sur un master, quoi. Et ça, je trouve que vraiment, c'est dommage qu'il y ait pas, de nivellement à ce niveau-là. Parce qu'il y a vraiment des masters qui sont largement au-dessus des autres. Et on va même pas parler de Seamus avec sa demise qui, le mec réapparaît, ça va te battre les couilles. Mais ouais, clairement, Ouais. les règles des la valeur des règles défensives a changé. Nelly, que je trouvais génial au début de la quatrième édition, «C'est génial, j'ai un truc, on peut pas tricher contre moi». Bah, au final, je me rends compte que c'est pas top comme capacité défensive et que du coup, elle est très faible au niveau défensif. Mmh. Alors que d'autres boss, sur les capacités défensives, enfin tous les trucs qui sont dans le style du butterfly jump, effectivement ça reste c'était super bien et c'est resté super bien parce que ça permet Extraordinaire. d'éviter les bursts et ça permet de se replacer pour éviter l'acharnement sur ton boss. Et Ouais, ouais, c'est vraiment super fort, oui. Mmh mh, mmh mh. meilleur Kappa. Un truc que je trouve plus difficile aussi, c'est évaluer les risques, en M4E. Je sais pas si vous avez eu ça, mais j'ai l'impression qu'avec la refonte propre à la M4E et beaucoup de règles qui ont été, modifiées, rajoutées quoi, il y a comparativement beaucoup plus de crews qui ont des moyens de faire du mouvement hors activation. Souvent sur des factions qui n'étaient pas spécialisées là-dessus, qui vont faire des pushs, qui vont faire des moves, qui vont faire des machins. Et donc en fait, finalement, quand un adversaire veut fumer une de tes figurines, il suffit qu'ils mettent suffisamment de ressources, tu peux pas vraiment te prémunir, être sûr à 100 que ta figurine sera safe, que tu t'es mis à 11 pas du beater principal et tu sauras que tu te prends 1 ou 2 patates du beater principal. Non, parce qu'il peut y avoir un beater secondaire qui va se faire push, qui va se faire, je sais pas quoi. Il y a plein de pièces de support aujourd'hui dont c'est exclusivement leur rôle. On va prendre dans ce cas le prospector, il y en a 2-3 à prendre en Explorer Society. Tu as des mecs comme, Winston Finnegan, qui sont là juste pour ça. Et en fait, tu as beaucoup des vecteurs qui sont, déjà qui sont plus difficiles à définir, j'ai l'impression, et qui sont beaucoup plus, présents qu'ils ne l'étaient. Donc ça, c'est un peu complexe. J'ai du mal aujourd'hui à bien anticiper ça, quoi. Avant, tu avais un beater que tu voyais être construit petit à petit au fur et à mesure de tours avec le fast, les focus qui s'accumulaient dessus. Ensuite, tu voyais qu'on le bougeait et à chaque fois qu'on bougeait sa bulle de menace et c'était encore assez lisible. Maintenant, la menace, c'est, tu as une figue qui a une bulle de menace où il va faire 6 points de dégâts, qui est cumulée avec une autre figue qui a une bulle de menace où il va faire 4 points de dégâts et une bulle un petit peu plus grande où il va faire 2 points et du coup, tu as un cumul de tous ces trucs qui fait que, bah, tu plus à le lire, c'est plus du pifométrage en disant: «Ouais, ouais, vu la situation, venir là, il a l'air d'avoir moyen de pouvoir accumuler beaucoup d'actions pour me tuer ici. Il vaut mieux que je parte un petit peu plus sur le côté». C'est plus du tout la même lecture sur la table pour moi. Je pense pas que ce soit si simple que ça. Je pense que c'est enfin, non, je pense que justement c'est plus simple que ça. Si on est au début de l'édition, on connaît pas encore parfaitement tout bien ce qui peut se passer en face. Je pense que c'est un problème qui sera réglé dans 2-3 mois. On saura évaluer, les menaces, en face, beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Moi, toutes les semaines, je découvre encore quasiment des coups, donc ouais, tu peux pas te prémunir de tout, tu peux pas tout anticiper, donc bah, tu dans la douleur et puis tu feras plus l'erreur la fois d'après, quoi. Bah, j'ai l'impression que c'est pas aussi simple que, au final, on connaîtra, les portées de menaces parce que j'ai l'impression que globalement, comme disait Dax, tu pas mal de crews qui ont gagné de quoi déplacer des potes hors activation quand même, hein. Ouais, mais ça va aussi avec le fait que les tables soient plus chargées, que tu aies cette notion de choke point. En fait, tu as des mouvements de 3, mais c'est pour faire le tour du buisson qui prend la moitié de ta table. Enfin, pour moi, Ouais, je vois ce que tu veux dire. j'ai toujours la lecture de savoir que globalement, son beater, il va falloir le mettre dans un couloir de charge le plus évident possible. Et donc, si j'évite d'être là, ben, il sera pas sur moi, tu vois. Ouais, je vois. Bon, d'où l'importance d'avoir des tables, avec suffisamment de décor.
Ah oui, 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 bah, de toute façon, à moins de 40, je sais pas, j'ai pas fait de table, peu chargée, depuis l'M4 donc je sais pas. Je reviens juste sur, ce que je disais au départ. Désolé, hein, je suis encore en digression, mais sur une des façons de protéger un petit peu ces figurines, je sais pas si vous avez ressenti, c'est aujourd'hui, tel que je vois, c'est de se foutre sur un décor, en hauteur, parce qu'on peut pas charger sur un décor vert, on pourra toujours te flinguer, te sniper au tir ou au sort. Remarque, tu auras toujours du cover là-dessus, mais je trouve que c'est une des techs défensives qui, pour l'instant, pour moi, le plus fiable au global. C'est-à-dire, tu te fous en hauteur, tu te fous à plus de un pas, 2 pas si tu veux vraiment être safe du bord et là, tu sais que, vu qu'il y a que le wall qui peut scale, c'est relativement peu probable qu'on aille t'emmerder, quoi. Enfin, c'est qu'on Bah, aille t'emmerder, à plein potentiel. Je vois qu'il y a une bonne partie des crocs que je trouve très menaçants, qui ont pas mal de mouvements sur l'adversaire pour kidnapper. Et alors quand tu montes sur une maison et que derrière on te fait tomber de l'autre côté de la maison où tu as plus aucun soutien, tu vraiment triste. Oui. Donc, Oui, mais bon, effectivement, c'est une solution sur des côtés sur des endroits où il y a pas vrai où, pour des skimrunners qui vont se planquer, qui vont aller très loin. Mais sur un endroit où il va y avoir beaucoup de bagarres, au final, j'évite un petit peu les hauteurs là-dessus, parce que je me dis que ça va faire que je vais prendre un point de dégâts de chute de plus. mmh, Les hauteurs, c'est pas évident à estimer parce que ça donne énormément d'avantages, mais ça a quelques désavantages, assez nets quand même, bah, le fait que souvent tu puisses pas charger quand tu es en hauteur, le fait, comme tu dises, qu'on puisse te faire tomber, de l'autre côté et que ça fait perdre du mouvement. attends, tu peux Heu, charger quand tu es en hauteur, hein. Tu peux charger, en fait, c'est juste que tu vas arrêter ton mouvement au moment où tu te pètes la gueule, quoi, c'est tout. oui, donc en passe contact avec le décor globalement. Ouais, mais si le bon, ça dépend où est-ce que tu charges, en fait. Oui, oui, complètement, mais je pour l'instant, j'ai un peu de mal à estimer, à quel point les hauteurs enfin, c'est intéressant de se mettre en hauteur systématiquement ou pas. Les hauteurs, pour moi, c'est super intéressant pour se protéger de tireurs qui vont t'attaquer de loin. Mais si, enfin, c'est à un endroit où il y a beaucoup de filles qui vont pouvoir interagir sur le combat, tu auras souvent dans la bande adverse quelqu'un qui peut bouger et bah, ce sera pas nécessairement positif d'être en hauteur pour à ce moment-là. Donc, comme d'hab à Malifaux, ça dépend. Non, écoute, c'est bien, hein, ça veut dire qu'il y a encore des trucs à découvrir et à apprendre, sur le jeu. Bah, écoutez, là-dessus, je crois que ça fait un bon moment qu'on parle. Est-ce qu'il y a des choses que on a abordé beaucoup de sujets, très divers. Est-ce que, vous avez envie de réagir à un truc, que vous auriez envie de dire mais que vous avez pas pu? Ouais, si, si, j'avais un truc en tête, mais après, très rapidement, je voulais juste en discuter. J'ai eu, moi, pas mal de personnes qui ont abandonné, au cours des parties que j'ai faites là, notamment, en physique. Bon après c'est des parties à la cool, hein, il y a pas énormément d'enjeux. Mais, notamment, l'ami Xpanner, l'ami Renan, les gens du coup, en fait au moment où tu vas prendre un avantage, ça représente un peu ce qu'on disait sur les remontadas et moi ça me saoule un peu de voir ça parce que, du coup, j'aime pas trop les jeux où on abandonne parce que ça veut dire que l'adversaire est vraiment désespéré, il considère qu'il a pas de chance de remonter et ça me rappelle les 40K ou des jeux qui étaient un peu plus tranchés comme ça où le mec lâchait l'affaire quoi. Et moi, j'aime bien les jeux où il y a de l'enjeu, même, tu vois, des trucs un peu désespérés. À l'époque, War Machine, il y avait toujours la possibilité un peu désespérée qui était le Castor Kid, tu pouvais tenter de l'emporter en tuant le général adverse. À Malifaux, il y avait rarement des abandons, j'ai trouvé en M3E. J'en ai rarement vu, en tout cas, j'en ai ja enfin, rarement abandonné ou l'inverse. Et là, j'ai beaucoup vu ça en M4E et bah, je sais pas, moi, je vais pas dire ça m'atteint, mais je trouve que c'est dommage, quoi. après moi ça m'arrive d'abandonner, tu vois? Il est, 23h30, j'ai, 4 points de retard donc on commence le T4. Si je vois que je peux pas faire un point, je peux pas la gagner, autant que j'aille me coucher, il est 23h30, tu vois? Mmh. OK. Ouais, c'est la vieillesse qui parle. Oui. Je pense que ça dépend, mais c'est OK. vrai qu'il il y a des parties que j'ai faites aussi où, on va dire dès le tour 2, je me rends compte que OK, je connaissais pas ce qu'il y a en face, je découvre et je me rends compte que j'ai pas du tout les outils qu'il faut, Ouais, c'est et ça. bah, c'est pas très grave, tu vois? C'est le début de l'édition, Et c'est normal, c'est même bien, je pense, d'enchaîner comme ça des petites parties où tu vas faire un, 2 tours, t'apprends, tac, tu reprends, tu redémarres tout de suite, tu vois? Tu la partie, tu changes deux trois trucs dans ton groupe, paf, tu relances une. Ouais. Samedi, on fait une journée, de jeu chez Charles là. J'aimerais bien faire, des parties comme ça, tu vois? On va enchaîner trois quatre parties T1, T2, histoire de voir un peu le crew adverse. Oh bah, voilà, mon truc est pourri, Kairi c'est trop fort, hop, on passe à autre chose, tac, Tony maintenant, OK, ça fait quoi? Boum, T2, on arrête, hop, voilà, on enchaîne. On apprend.
Ça te laissera l'occasion de faire deux trois parties avec Marcus. Je passe une expérience désagréable dans ce podcast, j'en reviendrai plus. OK, très bien. Bon, on ne barra plus Marcus, promis. Écoutez, sur ce, bonne soirée à tous les 3. Salut aux chers auditeurs et puis, bah, à bientôt pour un nouveau numéro de Soulstone et Charentaise. Bonne soirée tout le monde, salut Merci pour l'invite, bye et bye. merci Eldrim, ouais.